Voilà. Alors cet après-midi, on accueille des hommes de terrain. On vous immerse en fait dans la méthodologie des rencontres en ferme. Et on a pour chaque culture ciblé des thématiques spécifiques qu'on abordera avec les producteurs et les conseillers techniques. Alors on a l'habitude de faire ça en ferme. Donc voilà, aujourd'hui on espère qu'on va retrouver cette même ambiance que cette ambiance en ferme pour vous montrer toutes ces alternatives aux pesticides. Alors le premier atelier est dédié aux alternatives aux pesticides en prairie et céréales, mais vous allez voir que les alternatives vont souvent se retrouver dans les différentes cultures. Alors les prairies et les céréales sont les cultures où l'on utilise le moins de pesticides en termes de quantité moyenne de molécules actives par hectare. Alors 0,05 kg par hectare par an en prairie et entre 1,3 à 2,8 kg par hectare par an en fonction de la céréale. Alors nous allons passer 2 courtes vidéos qui présentent de manière non exhaustive les alternatives aux pesticides recueillies lors des rencontres en ferme. Ensuite, nous aborderons des sujets d'actualité par rapport aux alternatives avec 2 producteurs, André Grévis et Christian Schippers, et un conseiller agricole, Eddy Montigny. Et enfin, nous passerons à 20 minutes de questions-réponses avec le public. Voilà, passons tout de suite aux vidéos. Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en prairie, à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux 4 coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 23 agriculteurs bio wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer des pesticides en prairie dans le cadre de rencontres en ferme réunissant producteurs, consommateurs et experts. Ce qui est ressorti des rencontres, c'est que la prairie idéale concilie biodiversité et rentabilité. Elle est composée de 75% de bonnes graminées, de 20% de légumineuses et enfin de 5% de plantes compagnes comprenant les indésirables. Les principales plantes indésirables pour les agriculteurs rencontrés sont des plantes envahissantes, comme le rumex, les orties, le chardon, les renoncules, le plantain ou le mouroux. Pour la plupart des producteurs, la cause principale de l'apparition de plantes indésirables est tout d'abord une mauvaise gestion de la prairie. Le pâturage de la prairie est géré au mieux par les producteurs pour éviter de mettre le sol à nu. Certaines pratiques vont favoriser des plantes comme le rumex, telles que le passage de machines lourdes et l'utilisation d'azote à action rapide. Beaucoup témoignent qu'avoir un sol trop acide favorise aussi les plantes indésirables. Il est donc important de réaliser des analyses de sol pour éventuellement adapter le pH avec un apport en calcium. Certaines semences d'indésirables peuvent aussi être introduites dans la prairie via par exemple des engrais de ferme non compostés. Passons maintenant aux pratiques mises en place par les producteurs pour entretenir leur prairie. L'entretien général d'une prairie consiste en un ensemble de pratiques. Ces opérations ne doivent pas forcément toujours être réalisées, mais si elles sont effectuées, les conditions climatiques doivent être favorables. Écoutons maintenant comment Vincent Deloubel gère l'entretien de ses prairies. C'est une prairie qui est vraiment tout près de l'étable, sur lesquelles on a vraiment accès avec le béton depuis l'étable. Donc c'est une prairie qui est fortement pâturée et plutôt peu fauchée. À l'inverse des prairies qui sont près du manège, c'est pratiquement 1 km d'ici. Là c'est l'inverse où j'ai plus tendance à faucher, on pâture beaucoup plus rarement là-bas. Donc ici on n'épand jamais de fumier ni de compost. C'est juste par les déjections des animaux et alors la présence des trèfles et des légumineuses qui fixent l'azote. Mais la seule fertilisation de sa prairie, elle se fait toute seule. On doit rien en épandre et au contraire parfois il faut faucher dans le sens où ça devient trop riche et trop noir et alors il y a effectivement de temps en temps des orties par exemple qui commencent à apparaître. La bonne gestion de l'herbe pâturée contribue à éviter l'apparition des plantes indésirables et des parasites. Différents types de pâturage sont possibles. Le pâturage continu sur gazon court se caractérise par le fait que les animaux sont mis à pâturer pendant toute la saison sur une parcelle dont la hauteur d'herbe se situe à environ 6 cm au printemps ou 7 cm en été. L'éleveur doit sans cesse adapter la surface d'herbe mise à disposition des animaux pour maintenir cette hauteur d'herbe optimale. Michael Hennes applique ce pâturage intensif de mars à mi-décembre, ce qui lui donne une herbe bien dense.
Un autre type de pâturage qui est plus fréquent, c'est le pâturage tournant. Chez Vincent Delobel, il consiste à ne pas laisser les animaux pâturer plus de 3 jours consécutifs sur la même parcelle en utilisant une clôture mobile. Pour des raisons sanitaires, les chèvres ne reviennent pas avant 40 jours. Pendant cette période, on alterne avec la fauche ou le pâturage par les chevaux. Cette pratique est intéressante car les chevaux mangent plus ras et nettoient la prairie des parasites. Pour Freddy, grâce au pâturage au fil ou tournant, la fréquence de passage à la faucheuse de refus est très faible. Place à Jacques Faux et à son explication sur le pâturage tournant. Durant la grande partie de la saison, les bêtes tournent sur une douzaine de parcelles pour ce qui concerne les vaches accompagnées de leurs veaux et suivies par le troupeau des génisses. Elles tournent sur une douzaine de parcelles et il y a un petit parcellaire de 4 petites parcelles qui sert pour des taurillons en engraissement. À la fin de la saison, comme maintenant, les dernières vaches en prairie disposent de toute la surface et elles ont ainsi de quoi satisfaire encore leur besoin alimentaire. Maîtriser les plantes indésirables? Comment font les producteurs concrètement? La maîtrise des plantes indésirables réside à limiter, voire éviter les pratiques qui permettent leur implantation et leur dissémination. Les agriculteurs disent qu'il faut à tout prix éviter la propagation des semences, éviter la fragmentation des rhizomes lors des travaux du sol et éviter le surpâturage. Il faut maintenir un gazon dense, avoir un bon équilibre en minéraux et maintenir un bon entretien et gestion du pâturage sur la prairie. Prenons l'exemple du rumex et du chardon, les deux plantes indésirables les plus redoutées par les agriculteurs en prairie. À savoir, le rumex se propage par voie aérienne et par voie souterraine. La difficulté de gestion de cette plante est liée au long potentiel de germination de ses graines. De plus, le rumex possède des rhizomes qui favorisent la multiplication. En sachant comment le rumex se propage, des moyens préventifs sont mis en place pour prévenir sa propagation. Pour limiter la propagation aérienne, les producteurs évitent de laisser des zones de sol nues en réalisant des sursemis et fauchent le rumex avant la floraison. Pour limiter la propagation souterraine, les éleveurs évitent plusieurs choses. L'application d'azote à action rapide, la compaction du sol et la fragmentation des racines au niveau du collet lors des travaux mécaniques. Si les moyens préventifs n'ont pas suffi, des moyens curatifs sont mis en place. Par exemple, les éleveurs font pâturer de façon précoce les prairies par des génisses, chèvres ou moutons. Les agriculteurs font également de l'arrachage manuel avec une fourche à rumès lorsque la prairie n'est pas trop envahie. Dans le cas où la prairie est trop envahie, les producteurs travaillent le sol avec un déchaumeur à dents pour faire ressortir les racines et les faire sécher au sol ou les exporter. Un ressemis avec un mélange prairial compétitif comme de la chicorée fourragère s'est révélé très efficace. S'il s'agit de prairies temporaires, des rotations avec des céréales concurrentielles ont aidé des producteurs à limiter la propagation du rumex. Nous voyons maintenant comment se propage le chardon. À nouveau, il y a voie aérienne et souterraine. Un plant produit 5000 graines qui sont véhiculées par le vent sur 200 mètres. Le potentiel de germination des graines est de 20 ans. Le système racinaire du chardon des champs est un système multiplicateur très puissant. En sachant comment le chardon se propage, des moyens préventifs peuvent être mis en place pour prévenir la propagation. Au niveau aérien, les éleveurs évitent les zones de sol nu par des sursemis. Ils fauchent les plants avant la floraison, évitent d'avoir des graines dans les fourrages, engrais ou mélange de semences. Ils limitent la dispersion par des haies coupe-vent et diminuent la capacité de germination par compostage ou biométhanisation. Vincent Delobel dit qu'il faut éviter la fertilisation excessive. Avec l'arrêt de l'azote minéral en passant en bio, il a observé une réduction importante des chardons. Il retrouve des chardons là où le sol est trop riche. Au niveau de la rotation des cultures, Daniel Rauque nous raconte que la culture de la luzerne pendant 2 ans sur un champ permet d'éliminer durablement les chardons. Comme cette culture entre régulièrement dans sa rotation, il rencontre très peu de chardons dans les prairies temporaires et dans les autres cultures. En ce qui concerne la fauche, Daniel explique qu'en prairie permanente, les chardons sont fauchés au stade bouton floral avant l'entrée des vaches dans une parcelle, c'est-à-dire toutes les 6 semaines. Cela permet d'éviter leur extension et provoque progressivement leur disparition. Merci à tous les agriculteurs et structures d'accompagnement pour leur témoignage inspirant sur les alternatives aux pesticides en prairie. Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en céréales et maïs à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux 4 coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 15 agriculteurs bio wallons
pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer des pesticides en céréales dans le cadre de rencontres en ferme réunissant producteurs, consommateurs et experts. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs, les principales adventices problématiques sont le rumex, suivi par la camomille et le gaillet, et finalement le chardon. Les maladies problématiques sont principalement l'oïdium et la rouille brune. Par nos rencontres sur le terrain et la revue de la littérature spécialisée, nous avons vu que les maladies et les ravageurs en culture céréalière bio n'étaient pas au centre des préoccupations des agriculteurs, mais davantage des adventices. Les agriculteurs bio rencontrés travaillent principalement en amont de leur culture grâce à des pratiques préventives qui garantissent de cultiver des plantes saines. Les pratiques curatives telles que le désherbage mécanique ne suffisent pas. La rotation est définie comme une succession de différentes cultures sur plusieurs années sur la même parcelle. Les producteurs nous disent que les objectifs de la rotation sont multiples, à savoir le maintien de la fertilité et de l'activité biologique du sol, la préservation de la santé des plantes, mais il s'agit aussi de sécuriser l'exploitation au niveau économique et de permettre une répartition de la charge de travail. L'installation en tête de rotation d'une prairie temporaire est classique pour les fermes en polyculture élevage. En effet, c'est le pouvoir de compétition de la fauche répétée sur plusieurs années qui va avoir une incidence sur les adventices. Le chardon, par exemple, est très bien maîtrisé par cette culture. Néanmoins, lors de nos rencontres, nous avons vu que cette tête de rotation est tout aussi importante dans une ferme en grande culture. Il s'agit alors de valoriser l'herbe bio sur le marché. Sur le même principe que les métaies, cultiver des espèces différentes est tout aussi bénéfique pour la robustesse et la couverture du sol, et donc la compétition face aux adventices. Place à Eddy Montigny qui nous rappelle l'importance de l'association. Ce qui reste ici, c'est du dactyle, c'est la graminée qu'on voit ici, et du trèfle blanc. Alors moi je mets toujours du trèfle blanc dans mon mélange. Ça c'est leur preuve que ça marche. Quand vous avez un trou dans la luzerne, le trèfle blanc prend le dessus, et au moins il n'y a pas de trou, la terre n'est pas nue. D'accord ? Voilà. Depuis que Christian est passé en bio, ses critères de sélection de variétés ont changé. Pour lui, le critère maintenant le plus important est la hauteur de paille. Plus celle-ci est haute, plus elle va être concurrentielle. Par ailleurs, comme on peut le voir, Francis Dumortier hiérarchise ses critères de sélection différemment de Christian. Enfin, Eddy Montigny, de son côté, préconise de mélanger 2 ou 3 variétés bio ensemble, de même précocité, mais pas de même port au niveau du feuillage. Ainsi, on assure une couverture du sol optimale, ce qui signifie moins d'adventices, et en termes de résistance et de robustesse, ça sera toujours un plus. Concernant le travail du sol en interculture, Philippe Mattei dit « Quand je ne laboure pas, je réalise quand même un travail profond de décompactage avec l'activiole. Le travail est alors plus profond que le labour agronomique, mais de cette manière, il ne retourne pas la couche du sol. » Les producteurs nous racontent que le déchômage est le déstockage de la banque de semences. Il permet de la diminuer. Le premier déchômage est pratiqué après la moisson. Celui-ci permet de stopper le développement des adventices encore jeunes, déjà présents dans la culture de céréales, qui profiteront de l'humidité pour germer. Il s'agit de veiller à ne pas la faire trop profond afin de ne pas activer la minéralisation du sol et ne pas envoyer des graines prêtes à germer en profondeur. En cas d'adventices de type vivace, le déchômage pourrait être plus profond et réalisé avec un outil à dents afin de les faire ressortir en surface. On répétera en fonction de l'état des parcelles et de la météo. Beaucoup de producteurs font des faux semis. Le faux semis, c'est préparer son sol comme si on allait semer, préparer un lit de germination afin de favoriser la levée des adventices en surface. Ensuite, lors du deuxième passage, elles seront détruites. Il s'agit de procéder de moins en moins profond afin de ne pas faire remonter de nouvelles graines en surface. Le travail peut être effectué avec une herséterie, une houe rotative ou encore un vibroculteur. Les caractéristiques du semis sont des leviers primordiaux dans une gestion sans pesticides. Quand semer ? Aujourd'hui, la littérature scientifique et les témoignages de terrain vont dans le sens de privilégier un semis tardif. On peut parler de semis tardif lorsqu'on sème après le 15 octobre dans le cadre d'une céréale d'hiver. On a même pu rencontrer des producteurs qui semaient jusqu'à la première quinzaine de décembre. Pour les cultures de printemps comme le maïs, les producteurs font d'abord des faux semis et posposent les semis pour que la terre soit bien réchauffée pour que le maïs pousse vite. Si le maïs est semé tôt, il végétera et les adventices n'ont pas besoin de 7 degrés pour pousser. Il ne faut donc pas avoir peur de postposer son semis. Les producteurs nous rappellent qu'il est important en bio de semer profondément. Il est conseillé de semer 1 cm plus bas que la normale. La profondeur de semis pour le maïs, par exemple, doit être d'au moins 5 cm pour éviter que les semences ne se fassent manger par les corneilles, pour garder l'humidité du sol, pour le passage avec le matériel de désherbage et pour permettre au système racinaire d'explorer plus profondément. En termes de densité de semis, il est conseillé de semer plus dense qu'en conventionnel, car le désherbage mécanique provoque une perte de 10 à 15%.
D'autres pratiques qui évitent les plantes indésirables, maladies ou ravageurs se font également avant, pendant ou après la moisson, comme l'écartement des menus pailles, des dispositifs contre les gros ravageurs comme sangliers et pigeons, le triage, séchage et stockage des céréales ou le passage encore de l'essimeuse. Le travail avec l'essimeuse exploite la différence de hauteur entre la culture et les adventices, afin de sélectionner les inflorescences de ces dernières et ainsi limiter la production de graines. Ceci est possible quand la différence est de l'ordre de 15 à 20 cm. Si l'essimage est pratiqué, il faudra faire attention à aménager des passages pour les roues du tracteur. Les méthodes curatives concernent principalement la gestion des adventices. Il existe deux types d'actions mécaniques. Il s'agit du désherbage en plein ou encore à l'aveugle, avant la levée de la céréale, et du désherbage une fois la culture installée après la levée. On distingue aussi le désherbage de l'interligne et de l'intraligne. Ce qui est ressorti des rencontres, c'est qu'il n'y a pas deux agriculteurs qui travaillent de la même manière. Certains agriculteurs ne désherbent pas du tout leurs céréales et d'autres n'hésitent pas à passer plusieurs fois l'hersétrie, suivie de la houe rotative, suivie encore par la bineuse. Chacun d'entre eux faisant selon ses conditions, son environnement et sa tolérance aux adventices. Il est également important de préciser que certaines adventices peuvent avoir des effets bénéfiques pour les cultures, en nourrissant et en abritant les auxiliaires de culture, en améliorant la qualité du sol ou en nous informant sur sa composition par exemple. Il n'est donc pas toujours nécessaire de toutes les éliminer. Écoutons Christian Schippers à propos du désherbage précoce avec la houe rotative. Le passage de cette machine-ci fait en sorte que toutes les petites mauvaises herbes, avec des petits fins filaments, soient cassées. On ne voit pas grand-chose, mais enfin voilà. Et donc ça me permet de faire après nettoyage mécanique. Et donc ça permet vraiment de faire, de gagner 15 jours sur le fait que la culture grandisse. Et dans 15 jours, elle va supporter le passage de hersétrie, qui est une machine beaucoup plus agressive que la houe rotative. Pour le désherbage de l'interligne à un stade plus avancé de la culture, on utilise une bineuse. En culture de céréales, il faut un grand interligne. La bineuse est principalement utilisée en maïs, où l'interligne est de 45 à 75 cm. Dans les autres céréales, le binage est possible avec un interligne de 16 à 30 cm. La bineuse permet d'intervenir sur des adventices plus développés. Les socs de la bineuse déchaussent ou coupent les racines des adventices situées dans l'interligne. La précision de la bineuse va dépendre de son système de guidage. Une bineuse est plus ou moins agressive en fonction de la rigidité des dents sur lesquelles sont fixés les socs, ainsi que l'angle de pénétration dans le sol. En fonction de l'angle, le travail se fait plus ou moins profondément. Les possibilités d'outils sur la bineuse sont nombreuses. Soc droit, pas de doigt, plat, doigt cresse. En ce qui concerne le maïs, il faut faire attention à ne pas aller trop bas avec la bineuse, car son système racinaire est fasciculé. Il y a des règles à respecter de distance par rapport à la ligne et de profondeur. Merci à tous les agriculteurs et structures d'accompagnement pour leurs témoignages inspirants sur les alternatives aux pesticides en céréales et maïs. Voilà, je vais inviter les prochains intervenants à venir. Donc, Christian Schippers, André Grévis et Eddy Montigny peuvent venir ici devant. Voilà. Alors, petite présentation de chacun. Alors, Christian Schippers, pour ceux qui n'ont pas vu le film Intensif, propriétaire de la ferme familiale à Antey. Il est aussi chef de culture de celle du Val Notre-Dame et gère au total près de 400 hectares de grandes cultures en bio. Il produit des céréales, des pommes de terre, des lentilles, du colza, des pois, etc. Le tout complété par le maraîchage de sa fille. Voilà. Alors, André Grévis, avec ses deux fils, Gilles et Romain, travaille sur l'exploitation familiale à Appé-la-Vieille. Alors, la ferme est en polyculture élevage. 300 vaches angus et des moutons se côtoient à côté d'une parcelle d'environ 5 hectares de maraîchage bio. Sa rencontre avec Michel Sancier, conseiller agricole bio dans les années 90, l'ont convaincu de labelliser sa ferme en bio en 1998.
Il a ouvert récemment un grand magasin bio avec ses produits plus ceux d'autres producteurs bio. Et enfin, Eddy Montigny, qui est conseiller et gestionnaire technique indépendant et co-créateur du BRIOA, donc, qui est le centre de recherche en agriculture biologique et agroécologie. Voilà, donc vous avez vu les vidéos, et donc on a vu qu'en prairies et céréales, la gestion, c'est surtout la gestion des plantes indésirables, qu'on appelle aussi les mauvaises herbes ou les adventices, est la principale préoccupation des agriculteurs. Alors, on va d'abord commencer par le premier sujet de réflexion. Donc, en fait, lors des rencontres en ferme, nous avons vu l'importance de la prairie et des légumineuses, comme la luzerne dans la rotation pour la gestion des adventices, mais également comme source de fertilisation. Alors, les éleveurs prônent la présence de l'animal dans l'agriculture, car un sol équilibré par une fémur est très important. Mais d'autres fertilisent plus avec des légumineuses. Alors, première question pour André. Toi qui es en polyculture élevage, comment gères-tu la fertilisation et la gestion des adventices dans tes cultures? Alors, est-ce que les animaux jouent vraiment un grand rôle dans cette fertilisation, mais aussi dans la gestion des adventices? Et quelles techniques permettent vraiment de connaître la fertilité de ton sol? Bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais faire un tout petit préambule avant de commencer. Oui. Un tout petit, hein, je te rassure. Comme on l'a déjà dit un peu, chaque ferme est un cas différent. Donc, ne croyez rien de ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Allez voir sur place. Parce que le problème, vous êtes assis dans un fauteuil, vous auriez les pieds sur le sol ou dans le sol. Je pense que ça rentrerait mieux, quoi. Il y aurait les racines, vos pieds qui seraient comme des racines qui rentreraient dans la terre. Et je suis beaucoup plus à l'aise pour expliquer ce que je dois dire aujourd'hui sur une terre que ici devant vous. Alors pour moi, les adventices ou les mauvaises herbes, comme je dis depuis quand j'étais gamin, eh ben, c'est pas un problème. C'est pas des mauvaises herbes. Ce sont des plantes bioindicatrices. Ce sont des plantes... je cherche le terme. C'est la pharmacie du sol. Le sol fait pousser ce qu'il a besoin pour le guérir. Et c'est comme si on avait des agriculteurs conventionnels au matin qui étaient assez remontés. Et je dis, quand ils regardent leur sol, qu'ils voient des mauvaises herbes, ils doivent dire, j'ai un problème de déséquilibre dans mes terres. Et pour moi, c'est ça l'importance. Il faut trouver dans sa ferme un équilibre entre le sol, les plantes et les animaux. Et le problème, c'est qu'il y a l'homme qui vient mettre la merde dedans. Vraiment, pas au sens premier. Hein. Il est bien plus tordu que ça. Donc, il faut trouver vraiment un équilibre entre le sol, les plantes et les animaux. Alors, je suis en polyculture élevage et je pense que c'est le plus facile et c'est le plus sûr. J'ai toujours un slogan, je dis toujours plus de vaches, plus de caca, plus de légumes. Parce qu'il faut de la matière organique. Et M. Sancier, mon agronome, me disait toujours, par exemple, qu'en maraîchage, le jour où tu auras vraiment une terre maraîchage, tu n'auras plus de mauvaises herbes. Donc, tout est dans l'équilibre de la terre. Donc, à la ferme, on fait des rotations de culture. On faisait. Mais je vais dire, je ne vais pas prendre mon cas particulier parce que les primes agri-environnementales sont venues vraiment dérégler toute ma ferme. Je peux l'expliquer après, si on veut. Mais le fait d'alterner entre prairies et céréales, c'est vraiment l'idéal. Et il faut détruire sa prairie quand elle produit encore beaucoup. Il ne faut pas attendre. Et généralement, si on produit beaucoup, on va régler le problème de mauvaises herbes. Okay. Alors, tu m'as parlé par rapport aux animaux. L'alternance pâture-fauche est hyper important aussi. Ok, merci beaucoup André. Alors, je vais poser ma prochaine question à Christian. Alors, le fumier en bio est un facteur limitant, surtout si on n'a pas d'élevage. Alors, quelles sont tes pratiques pour
fertiliser et gérer les adventices. Bonjour à tous. Oui, donc voilà, en agriculture bio, sur une certaine surface, il n'y a pas tellement le choix. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas chercher, mais il faut les trouver. Et donc moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir trouvé un semblant de solution avec un assolement qui est, comme vous l'avez vu, assez long. Et donc, quand je suis arrivé comme chef de culture à la ferme d'Ival Notre-Dame, il y avait une terre de 17 hectares. Il y avait entre 7 et 8 hectares de chardon. Avant cela, c'était un autre chef de culture on lui avait imposé le bio, moi j'avais fait le choix. Et donc, pour lui, c'était... Il faisait du bio à la mode conventionnelle, enfin soit. Et donc, je n'avais pas le choix, j'ai fait broyer ces 7-8 hectares de chardon, en me disant, il n'y avait pas que là, il faut que je trouve une solution. Et après pas mal de lectures, je suis retombé sur la luzerne et la culture de luzerne. Voyant l'état de la terre là-bas, je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai semé pendant 2 ans un mélange avec un peu d'herbe, un peu de graminées, qu'on en a parlé tantôt, et essentiellement des luzernes. Et après 2 ans, plus de chardon. Quand je dis plus de chardon, c'est-à-dire que là, c'est vrai que les 2 années de luzerne, on a fauché 4 à 5 fois, sans jamais rien mettre comme engrais, ni fumier, ni rien du tout. On a semé une fois, on a fauché 2 années d'affilée. J'ai, comme le dit André à côté de moi, on a ramassé la 2e année, on a détruit quand c'était en pleine croissance. On a cultivé du froment. Et donc c'est là que je commence mon assolement, du froment. Et le froment sans engrais est arrivé à des résultats magnifiques. Pas de chardon. Et puis, 2e année, du lait poudre avec de la lentille. Plus de problème de chardon. Je suis arrivé avec des pois, du colza, et des orches et des autres cultures. Et je me suis rendu compte que maintenant, ça fait la 9e année et que dans cette terre-là, je recommence à avoir un peu du chardon. Mais franchement, le chardon, c'est plus mon problème. C'est vraiment plus mon problème. Par contre... Et donc, je me permets d'investir pendant 2 ans sur une culture qui est relativement faible en rentabilité. Mais c'est un investissement sur la qualité de mon sol, sur la qualité de mes futures cultures. Par contre, le souci majeur que j'ai maintenant, on en parle beaucoup dans les prairies, c'est le rumex. Et donc, ce rumex, malgré le fait que j'ai Actisol, malgré le fait que j'aime décompacter mes sols, je n'aime pas de labourer, mais il faut quand même le faire en bio. En tous les cas, j'essaye de le faire avec le CRA, mais sans labour, mais c'est quand même pas la gloire. D'autant plus que la différence entre le labour et le non-labour, elle n'est pas évidente. Et donc, le rumex, à part pour l'instant le passage à Actisol et le ramassage des racines ou l'huile de bras en pleine culture, je n'ai pas encore de solution. Et il est possible que ce soit dû à un manque de quelque chose, un surplus d'autres choses, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, mon problème majeur maintenant en agriculture bio, après 14 ans quand même, il faut reconnaître les choses, c'est le rumex. Voilà. Ok, merci Christian. Alors on va passer la parole à Eddy Montigny. Alors, donc la plupart des producteurs que tu conseilles, est-ce qu'ils fertilisent et ils gèrent aussi les adventices de la même manière que Christian et André? Donc ça, c'est ma première question. Et alors, je sais qu'au niveau du centre de recherche, donc le BRIOAA, il y a des tests par rapport à la fertilisation avec des ensilages de prairies à base de luzerne. Peux-tu un peu expliquer ? Oui, alors par rapport à la première question, je pense en effet que je mets en place à peu près toutes les pratiques là, sauf qu'il n'y a pas d'élevage sur aucune des fermes. Donc, comme André le disait, je pense que partir en culture pure, bio, c'est déjà se tirer une demi-balle dans le pied. Parce que voilà, avoir du bétail, ça évite pas mal de soucis, pas mal de contraintes de recherche de fumier, différents contrats, enfin plein de choses pas toujours très chouettes à faire. Donc toutes ces pratiques-là, je pense qu'elles sont mises en place. En tout cas, on discute suffisamment avec Christian pour être d'accord sur le modèle. Et c'est vrai qu'on va un tout petit peu plus loin par rapport à ça. Donc Christian, tu mettais prairies temporaires 2 ans en place, toi. Dans le cadre général des fermes que je gère, c'est 3 ans. Tout simplement parce que voilà, quand on regarde l'état du couvert après 3 ans, il est encore souvent très très bon. Après, il ne faut pas aller sur 4 ans, je ne pense pas en tout cas, parce que là ça se dégrade fort et on fait de la place justement pour les mauvaises herbes. Se pose la question après de
de la destruction de ce couvert-là. Donc, comme Christian le disait, hein, c'est 4 coupes par an. J'attire quand même votre attention que ça pose un gros souci majeur en termes de biodiversité. Donc nous, dans ce cas-là, on fait appel à sauver Mamby, mais ça sauve quand même pas tout. On détecte pas mal de choses, mais si on fait une fauche à l'aveugle, en tout cas les 2 premières coupes, jusque début juillet, c'est le carnage et on nettoie ce qui restait encore comme biodiversité sur un territoire, en tout cas des animaux qui nichent dans ces milieux-là. Donc c'est un point d'attention à garder en présence. Toutes les autres cases sont cochées en termes agronomiques et biodiversité, mais celle-là, elle peut vraiment achever la mauvaise santé de la petite faune de plaine actuellement. Donc ça, c'est vraiment important de le retenir. Donc la destruction, là se pose une question. On peut faire des démontages par scalpage. On a réfléchi un petit peu à la question là, parce que c'est vrai qu'on avait fait un profil de sol sur une luzernière et on voit des sols qui sont quand même vraiment intéressants en dessous des luzernières. Après se pose la question, est-ce que je laboure ou pas? Bon, il y a des puristes qui ne veulent pas, d'autres qui se disent, écoute, comme Christian, ouais, ça marche quand même pas si mal que ça dans notre système. Donc je laboure assez systématiquement, sauf qu'il y a 3 ans de prairie temporaire, et quand je peux me permettre de me passer d'un labour, je le fais, avec des résultats parfois satisfaisants et parfois pas bons. Donc la grande idée là-dessus, c'est que il faut vraiment jouer avec le climat. En gros, il y a des moments où on a un précédent de culture qui va permettre de le faire en non-labour, et puis d'autres fois, pas du tout. Et c'est comme l'installation de la luzerne. Parfois, on peut le faire en non-labour, comme parfois, on doit le faire en labour parce que ça se met mieux. Et que j'ai plus vite fait, ou que c'est plus facile, et économiquement parlant aussi, de passer un coup de charrue à 80 € de l'hectare que de passer 3 coups de terrano à 80 hectares aussi, quoi, en gros, pour le même résultat au final. Enfin, peut-être pas le bouleversement. Bref, ça c'est parenthèse technique. On pousse donc la recherche à produire de la luzerne sur une parcelle, donc ça fertilise la parcelle sur place, et c'est vrai que là, pendant 3 ans, on a une fertilisation qui est assurée par le reste des cultures, donc à savoir toutes les racines, les collets et autres. Et cette année, on a fait un test donc, de broyer une partie de la luzerne avant une installation d'une culture au mois de mai. Donc on avait déjà une belle repousse. Et c'est vrai que ça amène des choses qui sont aussi très intéressantes. Donc on amène encore un peu plus, mais une forme d'azote d'azote ou de nutriments qui est un peu différente que celle donnée par les racines et par les collets. Donc là, il y a déjà une chose, on fertilise la parcelle sur place et on l'épure de toutes les adventices annuelles, mais aussi le chardon, c'est la seule façon de le gérer maintenant, même si on est parfois un peu débordé quand même. Deuxième chose, on s'est rendu compte aussi que dans une politique de couverture de sol au maximum, il y avait parfois des trous, semis d'engrais verts un peu tardifs, des choses qui ne fonctionnent pas, des périodes où patati patata, et une dépendance aux fertilisants. Donc on s'est dit, et on n'était pas les premiers à le faire, on va utiliser les fauches de ces luzernières-là pour fertiliser d'autres prairies. Et là, je dirais, actuellement, la principale contrainte, c'est l'adéquation, donc le bon équilibre, le bon moment entre la disponibilité de la matière, donc de la luzerne à ensiler, la disponibilité des cultures qui vont recevoir ce produit-là. On épand ça avec un épandeur à plateau classique. Donc il faut quand même que la culture ne soit pas comme ça pour passer dedans avec l'épandeur, sinon elle ne se relève pas. Et surtout l'importance des sols. Première fauche l'année passée, c'était le mois de mai. On a eu une très courte période météo. Et donc, fatalement, oui, ça fertilise, mais ça laisse de fameuses traces. Donc, le bénéfice sur cette culture-là, en tout cas, c'était relativement mitigé. Alors que sur d'autres où on a installé après, donc je parlais d'un épandage sur la culture, mais en installé après, c'était bon. L'autre possibilité, et ça, je pense que c'est une ouverture, c'est justement de raisonner la fertilisation avant l'engrais vert ou sur l'engrais vert, où là, il y a une portance des sols qui est nettement meilleure et une période météo qui est beaucoup plus ouverte, avec parfois une qualité de fauche qui est un peu moindre et qui intéressera moins les éleveurs. Donc voilà, il y a de belles opportunités à creuser là-dessus. Il y a pas mal de biblio qui a été rassemblé, il y a des chiffres d'analyse qui sortent. Je vous invite d'ici à peu près 1 mois, on va tenir un comité d'accompagnement là-dessus et ensuite commencer à diffuser les premières données à propos de cet essai-là qui a lieu à Upigny. Ok, merci beaucoup. Alors, je retiens en fait que l'importance vraiment de la prairie dans la rotation, l'importance aussi des animaux, mais voilà, c'est pas toujours possible d'avoir des animaux sur la ferme, donc
alors on trouve d'autres solutions, comme par exemple la luzerne. Voilà, on va passer maintenant au deuxième sujet de réflexion. Alors, le choix des semences est très important, on l'a vu dans les vidéos. Donc bien choisir sa variété est important pour pouvoir se passer des pesticides en céréales et prairies. Alors, trouve-t-on facilement des semences bio adaptées aux conditions pédoclimatiques? Alors, André, première question. Les mélanges prairiales sont importants pour faire face au dérèglement climatique. On a de plus en plus de sécheresse ou de pluies intenses, etc. Trouves-tu sur le marché bio des semences adaptées pour ton sol? Non. C'est clair et net. Non. Pour moi, c'est mon gros problème aujourd'hui, c'est de trouver des semences qui correspondent à ce que je veux faire. Et j'ai des paramètres qui ne font pas partie de la recherche aujourd'hui. Mon agronome m'a toujours appris qu'il fallait que j'essaye d'avoir des plantes à haut développement. Donc on a des on met entre 10 et 12 variétés différentes, moitié graminées, moitié légumineuses. Je n'utilise pas la luzerne parce que j'ai beaucoup de sol drainé et ça va boucher les drains. Donc on utilise beaucoup le trèfle violet. Et le trèfle violet, par exemple, pour donner une petite anecdote, le trèfle violet réveille la dormance de la graine de rumex dans le sol. Donc le jour où vous semez du trèfle violet dans une prairie, vous allez avoir une masse de rumex qui va sortir. Donc évidemment, tous les éleveurs, tous les nutritionnistes, ils vous parlent de la production de votre prairie en parlant de la quantité et de la qualité qui va sortir. Moi, je voudrais bien qu'on me donne les chiffres du volume racinaire qu'il y a dans le sol. Aujourd'hui, on sélectionne des variétés courtes. Qu'allez voir en Hollande et tout ce qui se passe en Belgique pour les vaches laitières, hein, surtout celles qui ne sortent pas. On fait 7 à 8 coupes par an. Enfin, je suis homédulisier entre les coups. Enfin, moi, je suis horrifié. Donc, moi, je veux avoir vraiment beaucoup de racinaires pour, justement, permettre, en cas de sécheresse, d'aller chercher l'eau, en cas d'humidité, de laisser passer l'eau, et d'avoir une matière organique qui va être à ma disposition le jour où je vais faire des rotations. Et alors, c'est très bien, on fait parfois des engrais verts, mais ce qui pousse au-dessus du sol, il est tout le temps creux. Ce qui pousse dans le sol, il est tout le temps plein. Donc, il y a beaucoup plus de matière en dessous. Et les recherches ne sont pas faites à ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment mon gros problème aujourd'hui, d'arriver à refaire des compositions qui sont à la fois de qualité pour mes animaux et qui sont à la fois de qualité qui en même temps amendent mon sol. Ok, merci André. Alors, Christian, dans la vidéo sur les céréales, nous voyons quels critères sont importants pour le choix des variétés. Alors, est-ce que c'est... Parce que ces vidéos ont été... c'est déjà un petit temps. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Donc, avec le rendement qui est le dernier critère vraiment important en bio, est-ce que c'est toujours les mêmes critères de sélection pour les variétés Oui, donc en bio, franchement, commencer à cultiver du froment fourragé en bio, je pense que c'est pas... Sauf si on sait le transformer soi-même en un aliment pour poulet ou du sort pareil, mais dans mon cas, il faut que je fasse des céréales panifiables. Donc il faut chercher des variétés qui soient panifiables, notamment. Le problème, c'est que, les variétés panifiables que l'on connaît et qui sont utilisables en bio parce qu'elles sont elles sont bio, c'est essentiellement des variétés dites conventionnelles qu'on ne traite pas. Donc j'ai déjà un souci de ce côté-là, c'est que la panification, c'est la panification maximum des variétés conventionnelles. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, moi, personnellement, le rendement, franchement, je ne dis pas que c'est pas important. Mais je préfère faire 2 tonnes ou 1,5 tonnes en moins en panification, sachant que la différence de prix est énorme en réalité. Et donc, il faut peut-être mieux faire 3,5 tonnes de froment panifiable, vendu à 450 ou 400 € la tonne, que de faire du fourragé vendu à 280 et qui fait 5 tonnes. Et donc, franchement, là, c'est déjà une chose. Ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que
quand j'ai commencé en bio, j'avais demandé des variétés qui étaient hautes. Je sais que le vendeur de mes céréales me dit « Mais pourquoi j'ai vu des hautes? Ça va verser !» Et ben, j'ai dit « Écoute, moi je veux des hautes parce qu'il faut absolument que ça étouffe un peu les adventistes, quoi. » Il n'en revenait pas, le gars, il n'en revenait pas. Enfin, soit il parvient à me trouver des variétés relativement hautes, mais... Et donc, depuis toujours, c'est quand même pas beaucoup plus haut. Et puis, chez moi, un deuxième aspect qui compte vraiment beaucoup, et notamment maintenant qu'on a eu de la neige, c'est que j'aime les céréales qui restent blanches longtemps après une chute de neige. Pourquoi? Parce qu'elles couvrent bien le sol. La neige ne touche pas ou très peu le sol, qu'elles font beaucoup plus vite. C'est-à-dire quand elles sont sur la céréale, la neige fond beaucoup plus lentement, donc la terre reste blanche beaucoup plus longtemps. Et là, comme elle couvre mieux le sol, franchement, les adventistes se développent beaucoup moins. Et donc, c'est déjà deux critères, la hauteur, le couvrement du sol, et puis alors, bien entendu, ça c'est normal aussi, c'est la résistance aux maladies. Même si, je me souviens d'un ami qui avait dit un jour, dans la ferme de Notre-Dame, le nitrate égale poison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le fait de ne plus forcer les plantes, eh bien les maladies, c'est nettement réduit. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais la plante, je pense, est capable de mieux se défendre de maladies que dans le conventionnel. Et surtout quand on l'a surdosé en azote. Franchement, quand on mange de trop gras ou trop ci ou trop là, on a des problèmes intestinaux, on a des problèmes un peu à gauche, à droite. Je pense que les plantes, c'est la même chose, ou à peu près la même chose. Et donc, il ne faut absolument pas les surdoser. Et donc, voilà, c'est les 4 éléments essentiels. Et alors vient, bien entendu, le rendement. Mais bon... Oh, c'est pas, comme l'a dit M. Barret tantôt, c'est pas vraiment le rendement agronomique qui fait la rentabilité d'une exploitation, c'est plutôt les aides. Et donc, soyons, comme lui, allez optimistes, un jour on gagnera mieux notre vie en cultivant. Okay. Enfin, j'espère. Merci Christian. Alors, une question pour Eddy. Alors, tout ce qui est semences, est-ce un poste important dans tout ce qui est gestion des cultures? Au niveau des coûts, c'est plus important en bio qu'en conventionnel? Alors oui, le poste semence est un poste important. C'est clair qu'il y a un coût qui est non négligeable. Il y a une différence entre des semences conventionnelles et des semences bio. Donc c'est vrai qu'il y a un coût qui est reporté là-dessus. On parle des cultures principales, mais ça peut aussi se vivre avec les engrais verts, où on voit quand même de belles fluctuations aussi dans les prix des engrais verts. Donc oui, c'est un coût qui est assez élevé pour une ferme. Maintenant, par rapport à tout ce qui est sélection et autres, je dirais que je pense qu'on est dans une société où l'agriculture reste... je dirais une pratique qui est peut-être plus tout à fait vivrière, mais si elle redevenait vivrière dans sa pleine image, il y aurait peut-être nettement moins de contraintes aussi. Si on retirait les royalties et des choses comme ça, je pense qu'il ne faudrait pas 3 ans avec quand même de solides contraintes derrière pour revenir sur un système d'autoproduction de semences. Ça se vit à l'échelle des potagers. Je pense qu'avec les moyens techniques actuels, il ne faudrait pas très longtemps pour que ça se réorganise un bon coup au niveau des fermes avec des sélections variétales et tout ça. Alors les Français ont fait de très belles collections de variétés. En Belgique, on était un peu moins conservateur, même s'il en existait. Et on travaille aussi avec différentes semences de ce biais-là. Donc... voilà, je pense qu'il faut aussi mettre ça dans un contexte d'agriculture occidentale, reposant la question dans des pays nettement moins mécanisés que nous. Je pense qu'ils auront un autre débat que nous sur la provenance des semences, hors OGM bien sûr. Oui, ok, merci Eddy. Alors on voit qu'il y a encore pas mal de choses à chercher, à trouver. Et donc voilà, maintenant on va passer à quelques questions-réponses avec le public. Donc on va prendre à chaque fois comme ce matin 3 questions et après on passera aux réponses avec les intervenants. Voilà, alors Ça fonctionne? Je me mets en dessous du menton. Ah d'accord, merci. Il
fallait un technicien à côté de moi. Alain Lenoir, je voudrais vous poser la question du semi-direct sous couvert végétal. J'ai l'impression qu'on a un tout petit peu abordé. Est-ce que ce n'est pas une bonne méthode pour éliminer les adventices? Est-ce que vous l'avez pratiqué? Est-ce que... On va prendre 3 questions et puis on passera aux réponses. Ouais, ici, Simon Lirix. La luzerne, surtout pour Christian et Eddy, quels sont les débouchés, vous qui n'avez pas d'élevage sur vos fermes? À qui vendez-vous cette luzerne? Est-ce que vous la vendez en bio? Et alors, deuxième question, plutôt sur les semences, mais on observe qu'il y a quand même une pureté un peu aléatoire des semences, surtout bio, même en conventionnel. Ça, c'est une question peut-être plus générale, mais comment est-ce qu'on fait pour assurer, on parle des adventices et on vient inséminer nos champs, enfin vos champs, avec des semences, parce qu'on les produit plus en Belgique et on fait venir des choses... voilà, enfin, on parle de rumex, ça vient parfois des semences. Comment est-ce qu'on peut faire pour solutionner ce problème? Troisième question. Ah, là, en dessous. Bonjour Catherine Firenze. Monsieur Grévis, vous avez dit que les aides avaient déséquilibré votre ferme. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Voilà. Alors, on a 3 questions. Je ne sais pas qui est prêt à répondre à une des questions. André? Pour moi, sur semi, je suis contre une perte de temps, une perte d'argent. Point. On n'a jamais les rendements d'un semi-direct avec un labour. Mais bon, quand je parle de labour, c'est 20-25 cm maximum. Et dans tout type de terre, parce que j'ai, à mon avis, une des fermes les plus compliquées de Belgique, avec je suis en train d'un négome avec des fluctuations incroyables, des pH à 4,5 et ça ne marche vraiment bien que quand vous faites un semi-direct. Sous couvert d'une plante. Et aussi, il faut vraiment bien choisir sa saison. On sait bien qu'un semi plutôt automnal marchera mieux qu'un autre. Alors, une autre réflexion par rapport au semi-direct, est-ce que c'est différent pour toi, Christian, par exemple? Très honnêtement, donc, pour le semi-direct, même le semi-direct sous couvert, très honnêtement, j'ai essayé le semi-couvert. Mais semi sous couvert, avec du maïs, avec d'autres cultures, je ne suis jamais arrivé. Ça a toujours été un fiasco, pour dire la vérité, parce que le sous-couvert prenait le dessus et donc ça ne marchait pas. Ça marche peut-être dans le conventionnel parce qu'ils ont des hormones et des produits de genre qui calment le sous-couvert, et puis la céréale prend et ça marche, quoi. Mais en bio, c'est très difficile. Pour ce qui est du travail en non-labour, très honnêtement, Patrick le sait bien, j'ai déjà dit, si j'avais une ferme de 50 hectares à faire, je pense que j'essayerais. Vu la surface, c'est un labour, c'est un passage, c'est un zéro remis à zéro, j'ai semé 20 hectares sur la journée à la limite. Quand couvert, quand en semi-direct, il faut que je travaille 3 fois la terre, il faut que je la secoue constamment, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup de mazout, parce que et donc j'ai besoin de plus de chauffeurs, plus de matériel, donc stop, ma charrue, mon semoir, hop, suffit. C'est une question pragmatique. Là, ici, c'est une question de finance. Voilà, mais je ne dis pas que ce n'est pas la solution à venir, mais pour l'instant, ça ne marche pas, quoi. Okay. Un tout petit complément. Quand je dis semi-direct, je dis charrue. On charrue une fois par an un sol, on ne passe pas 2 fois la charrue sur l'année. Et aussi, moi, je sais que j'avais, quel âge que j'avais, 40 ans, 45 ans, quand j'ai rencontré mon agronome. Bon, on s'est bien engueulés tous les deux. Pourtant, pour ceux qui connaissent Michel Sancier, c'était aussi un caractère. Et puis, il m'a dit, ça va, je vais commencer avec toi dans ta ferme. Je vais commencer par t'apprendre à charruer. Et je dis, je charrue depuis que je suis gamin, quoi. À 12 ans, j'étais sur le tracteur, mais tu charrues mal. Et je crois que la première chose à faire, c'est à réapprendre aux agriculteurs à charruer et à régler leur charrue. Eddy, une remarque par rapport à ça? Oui, alors moi je rejoins un peu l'avis de Christian sur un point, c'est que dans le système de ferme que je gère, il y a une question de facilité. Mais par contre, je suis beaucoup plus nuancé.
tout comme vous avez entendu tout ce qu'on pouvait imaginer sur les pesticides ce matin, j'entends aussi, et je peux lire, et c'est largement documenté, les effets négatifs alors, de la charrue et du labour, si on le sort de tout le contexte d'enrobage qu'il y a autour. Donc je reste quand même vigilant, et je sais que c'est une pratique qui a des impacts négatifs sur le sol, l'organisation du sol, etc. Pour le moment, je cherche à stabiliser des itinéraires, parce qu'il y a quand même une demande d'autre chose. Mais je pense qu'il faut quand même continuer à ouvrir les yeux, à regarder, et peut-être même à changer de référentiel, parce que, bon, vous l'avez dit tout à l'heure dans la vidéo, en bio, on lutte souvent contre les adventices, contre les mauvaises herbes. Bon, c'est vrai qu'elles sont là pour quelque chose. Et si on utilisait peut-être ce type de couvert-là, sans devoir le semer, de maîtriser la montée à graines de ces adventices-là, et d'en profiter pour faire quelque chose, il y a peut-être là un potentiel à développer. Mais en tout cas, il faut changer un référentiel, et y compris un référentiel de prix. Si on est rémunéré pour d'autres services que simplement produire un petit tas et le mettre sur un plus gros tas, oui, en effet, il y a quelque chose à imaginer là-dessus. Et construire la marge, c'est peut-être aussi faire des économies d'autre part et investir dans l'outil. Donc je suis moins fermé, même si je pratique régulièrement le labour. Mais je reconnais que cette année-ci, après pomme de terre, je n'ai pas labouré. Si j'avais labouré, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que la terre a été damée, abîmée, donc j'ai passé 2 fois de l'actisol. Et donc ça a été très bien, c'est très beau. Je reviens sur la question de Simon, là, tout à l'heure, sur les herbes, enfin, les plantes ou les semences indésirables dans les mélanges d'herbes. Et donc là, il a tout à fait raison, c'est sans doute pour ça qu'il me posait la question, parce que Julien en a déjà parlé, c'est que dorénavant, et c'est malheureux à dire aujourd'hui devant vous, mais je n'achète plus du tout de semences d'herbes, de trèfle ou de luzerne qui ne soient pas bio, non traitées. J'en ai été jusqu'à dire au contrôleur, tu peux me mettre en prison, mais il n'est plus question que j'achète du bio de ce genre-là, parce que je salis trop fort mes sols. Donc là, il y a un souci. Et je comprends la difficulté de cultiver, par exemple, du trèfle blanc et avoir des semences en bio, parce que même les lecteurs optiques ne sont pas capables de faire la différence entre une semence de rumex et une semence de trèfle blanc. Et donc là, il n'y a plus photo, moi je ne vais plus. Oui. J'ai encrassé 10 hectares de terre, du rumex, quelque chose d'inimaginable, et donc je n'ai plus voulu. Voilà, donc j'ose le dire devant tout le monde, mais c'est... Cela étant, on est peut-être le révélateur de ce qui se passe depuis 20 ans, que le conventionnel maîtrise à coup d'herbicide. Hein. Je veux dire, c'est sélectif. Quand on sème du froment, les dicotes, elles foutent le camp. Chez nous, elles poussent seulement. Donc, c'est peut-être la révélation par notre intermédiaire d'une pratique ancestrale. Ok, merci. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Il y avait sur les aides. Il y avait une question sur les débouchés de la luzerne. Oui, les débouchés. Donc, elles ne sont pas toutes valorisées, je réfléchis, non, elles ne sont pas toutes valorisées en bio, tout simplement parce que là, ce qui compte, c'est plutôt la qualité et pas le label. Donc, il y a des éleveurs qui viennent chercher une ou plusieurs coupes de luzerne et qui l'utilisent dans leur ration de vaches laitières principalement, et pour beaucoup avec transformation de lait directement. Donc, ils recherchent vraiment une qualité et une stabilité d'approvisionnement qu'ils ont par ce biais-là. C'est des surfaces qu'ils n'ont pas chez eux, donc fatalement, ça vient en complément d'une autoproduction de fourrage qu'ils ont déjà. Donc ça, c'est assez intéressant à leur niveau. Je pense que j'ai répondu comme ça à ta question. Je voudrais rajouter un truc. Donc, très honnêtement, je suis dans la vallée de la Meuse, donc de la Meuse, ce qui fait que je suis entre les deux, l'iceberg et le condro. Donc, vendre de l'herbe, c'est jamais en bio, mais c'est très facile à vendre. Et c'est d'autant plus facile à vendre que les gens avec qui je vends de l'herbe, pour eux, c'est un petit volume, entre parenthèses, par rapport au maïs, où ils ont des sacrés paquets de bernes qu'ils savent remplir leur silo. L'herbe, c'est moins de volume.
Mais par contre, c'est nettement plus équilibré. Et donc, ils font du maïs chez eux et ils ont l'impression d'avoir des gros volumes sur leur petite surface, sur plus petite surface. Et ils viennent chez moi chercher de l'herbe comme ça. Il y a besoin de plus de surface pour faire le même volume. Et donc, c'est assez facile à vendre. C'est assez facile à vendre parce que justement, je pense que c'est pas payé à sa juste valeur. Mais bon, voilà, on fait comme on peut et c'est pas autrement, quoi. Mais la vente se passe, ça va bien. Simon, pour aller plus loin dans la réflexion, il y a aussi un autre canal de vente, c'est ce qu'on essaye de mettre en place actuellement, c'est d'autoproduire son fertilisant. Je vous rappelle quand même qu'une tonne d'un fertilisant en bouchon organique, c'est entre 450 et 620 euros la tonne. Ça représente environ 4,5 euros l'unité d'azote. Je vous laisse deviner les perspectives d'une luzernière, même si elle devait être déshydratée, sachant que la déshydratation, c'est 35% du coût au niveau énergétique. On a quand même un petit peu évolué à ce niveau-là. Il y a énormément de structures qui disposent de beaucoup trop de chaleur régulièrement, biométhanisation, et le fait d'utiliser cette chaleur pour déshydrater la luzerne et de l'utiliser en bouchon, ça pourrait être très intéressant, d'abord pour soigner des bêtes, et puis secondo, pour éventuellement utiliser ces mêmes bouchons et fertiliser, ça marche super bien. Ok, merci. Alors, malheureusement, on va devoir clôturer. Alors... Ah oui, on clôture. Je vais faire vite. Hein. Ce n'est pas les aides de la PAC, je me suis peut-être mal exprimé, mais on m'a mis dans ma ferme, on m'a mis 35 hectares en Natura 2000. Et ça a complètement déboussolé, enfin, changé les rotations de ferme. J'étais en autonomie complète. On me disait, c'est magnifique chez vous, monsieur Grevis, il y a plein de papillons, plein de grenouilles, plein d'oiseaux. Et il ne faut pas que ça change. Si vous ne voulez pas changer, il faut me laisser faire ce que je faisais. Mais non, on ne m'a plus laissé mettre de compost quand je le voulais. On ne veut plus me laisser faire une fauche alternative avec des pâturages. Ces prairies, et tu les connais, c'était en lié. On avait grosso modo 25 hectares et je faisais une rotation 8 tous les ans, tous les 2 ans. Et ça tournait et on préservait la nature. Et aujourd'hui, on a mis ma ferme en péril justement par des mesures qui ne sont pas tout à fait réfléchies. Je veux bien être plus complet, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Oui. N'hésitez pas. Voilà, merci. Alors, on a un public très varié. On a des producteurs, des étudiants, des consommateurs, des politiques. Enfin, alors, un petit mot de conclusion par rapport à cet atelier. Je ne sais pas si vous avez un mot ou une phrase de conclusion. Un mot pour les politiques. Si vous avez assisté au matin, moi je ne sais pas ce que vous attendiez pour agir. Hein. Point. Okay. Ben oui, tout compte fait, c'est assez bien résumé. Et je dirais que personnellement, ça me conforte dans le choix que j'ai fait à 14 ans. Ça me conforte dans le choix que ma fille est en train de faire. Même si c'est vrai que le chemin est sacrément plus rempli de problèmes, quoi. J'avais le terme et puis ça me sort de la tête, mais enfin, le chemin est beaucoup plus difficile à créer, et plus difficile à débroussailler. Je considère que les cultivateurs conventionnels sont sur une autoroute et ils roulent. Nous, on est sur des petits sentiers qu'il nous faut parfois même débroussailler. Donc, mais alors, par contre, le fait de devoir trouver des solutions, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus... Ça permet... Enfin, c'est plus que valorisant, donc c'est très encourageant, tout compte fait. Et donc, voilà. Merci. Oui, Christian, et sur ces mêmes chemins-là, il y a même des gens qui partent randonner avec des ânes. Donc, s'il faut que je fasse l'âne encore quelques années, je veux bien vous aider pour ça. Ok, merci. Voilà, on va passer au prochain atelier. Je remercie...